d'après l'étymologie, apocalypsis, ça veut dire le dévoilement, la révélation. En anglais, on parle de Book of Revelation, on ne parle pas d'un livre de catastrophe. C'est l'occasion d'une révélation. Et c'est vrai, il ne faut pas non plus négliger la dimension catastrophique d'un certain nombre d'événements, mais l'Apocalypse, justement, c'est qu'est-ce qui se révèle à travers ces moments d'effondrement. Bonjour, ici Dr Pierre Gilbert, au nom de Plein Feu sur l'heure juste. Encore une fois aujourd'hui, nous vous invitons à parcourir avec nous les distances bibliques que nous retrouvons bien sûr dans la parole et dans le temps, dans l'histoire, afin que nous puissions comprendre ensemble des mystères qui jusqu'à date n'avaient pu être révélés faute de connaissance. Souvenons-nous que dans Daniel 12, au verset 4, il est marqué qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Il est marqué également dans Daniel 12, au verset 10, qu'à la fin des temps, plusieurs seront blanchis et purés, et que les méchants ne comprendront pas. Alors, nous voulons aujourd'hui comprendre ce que les méchants ne peuvent comprendre, parce que les méchants, ce sont ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ, et qui ne s'intéressent pas à la prophétie biblique, nécessairement, ils ne peuvent comprendre. Mais vous qui êtes intéressés, et vous peut-être qui n'êtes pas encore dans le corps de Christ, qui n'avez pas accepté Jésus comme sauveur personnel, nous vous invitons aujourd'hui à vous asseoir et à écouter avec autant de passion que vous le pouvez, mais nous allons ensemble parcourir un très long chemin depuis longtemps en arrière, depuis l'Égypte jusqu'à nos jours, afin que nous puissions ensemble comprendre ce qui est révélé dans ce chapitre qui nous a semblé jusqu'à date très imprécis, difficile à comprendre, qu'est le chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors nous vous invitons maintenant à lire avec moi, prenez une Bible et lisez avec moi le chapitre 13 du verset 1 au verset 10, et ensemble nous allons explorer, verset par verset, nous allons analyser la signification profonde et pertinente, actuelle de ce chapitre de l'Apocalypse. Alors ces gens qui parlent ici, qui reçoivent de l'ange Gabriel ces révélations, et il les écrit, bien sûr. Alors il s'agit ici d'une bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, mais qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Autrement dit, qui peut se battre avec la bête? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
Sud-Est asiatique. Nord-Vietnam. Juillet 1967. L'Amérique est enlisée dans un conflit meurtrier. Le nombre de victimes augmente rapidement. Plus de 6600 soldats américains ont déjà été tués. Le président Lyndon Johnson veut en finir. Pour s'adjuger la victoire, il ordonne de multiplier les bombardements aériens. Mais cette guerre fait rage à des milliers de kilomètres des États-Unis, et les bombardiers ont besoin de bases. C'est pourquoi les porte-avions jouent un rôle clé dans cette nouvelle stratégie. À plusieurs centaines de milles au large, ces navires gigantesques permettent de lancer des assauts aériens. Le plus gros de ces mastodontes s'apprête à participer à sa première opération au Vietnam. Il s'agit de l'USS Forrestal. Il a coûté 189 000 millions de dollars et 5 400 hommes servent à son bord. Mesurant 328 mètres de long, ce navire dispose d'un pont d'envol immense. Et sur tous les océans du globe, il représente près de 16 200 mètres carrés de sol américain. 29 juillet, 8 heures du matin. Le navire croise dans le golfe du Tonkin, à 160 km au large des côtes nord-vietnamiennes. Il s'y trouve depuis 5 jours pour lancer des raids aériens contre les Viet Cong. Ces eaux sont dangereuses. 3 ans plus tôt, des tirs ennemis ont touché un bâtiment américain, à quelques milles seulement de la position du Forrestal. Pour parer à une attaque éventuelle, le navire est équipé de 8 canons de 12-7 d'une portée de 22 km. L'officier marinier chargé de ces batteries s'appelle Milt Crutchley. Prêt. Conditions zébra. Milt vient de Frederick, dans le Maryland. Et à 22 ans, il a 2 jeunes marins sous ses ordres. Jusqu'ici, la guerre a été plutôt tranquille pour lui. En 2 ans et demi sur le Forrestal, je n'avais encore jamais tiré au canon pour défendre le bateau. Mais la guerre de Milt va bientôt basculer dans l'horreur. « 9 heures. Un bombardement est prévu pour le milieu de la matinée. Les pilotes retenus pour cette mission se rendent au briefing. Parmi eux se trouve un jeune enseigne de vaisseau, Dave Doloride. Ce célibataire de 25 ans, originaire de Floride, menait chez lui une vie sociale débridée. Mais la discipline de la marine l'a fait rentrer dans le rang. Je suis entré dans la marine pour faire partie de l'aéronavale. Et c'est là que j'ai grandi, mûri. Dave aura à ses côtés son ami Fred White. À 32 ans, Fred est marié et a 3 jeunes enfants qui l'attendent en Floride. Le rêve de sa vie a toujours été de piloter un avion de chasse. J'aime à croire que j'étais son plus grand amour, mais il adorait voler. Pour lui, c'était un rêve devenu réalité. Le chef d'escadron explique leur mission à tous les pilotes. L'objectif est une ligne de chemin de fer dans la banlieue d'Hanoï, juste au sud de la frontière chinoise. La faire sauter permettra de couper une des voies d'approvisionnement cruciales pour l'ennemi. Leur supérieur leur explique qu'ils vont emporter des bombes d'un genre différent. La veille, en effet, le Forrestal a accusé réception de 7 tonnes de missiles livrés par l'USS Diamond Head. Ces armes sont anciennes et en mauvais état. Certaines datent de la Deuxième Guerre mondiale. En les voyant, le responsable de l'armement du Forrestal a décidé de s'en débarrasser le plus vite possible. Cette mission est la 4e pour Dave en 5 jours, mais il est serein. On ne s'attendait à aucun problème en vol. C'était la routine. À 10h30, Dave Doloride et Fred White traversent le pont d'envol pour rejoindre leurs avions.
Le personnel de pont s'active pour préparer les 27 chasseurs en vue de la mission, faisant le plein de carburant et d'armes. Le pont d'un porte-avions est un environnement de travail extrêmement dangereux. Au moindre faux pas, on risque d'être aspiré par un moteur ou éjecté par-dessus bord par l'échappement d'un chasseur. Et bien sûr, le navire est un véritable arsenal flottant, à bord duquel on trouve un mélange mortel d'explosifs et de carburant. En cas d'incendie, c'est le chef de la brigade sécurité, Gérald Farir, qui prend les choses en main. C'est lui qui dirige l'unité de secours d'urgence, regroupant des pompiers spécialement entraînés. À 31 ans, ce père de 4 enfants originaire de l'Arkansas est considéré par ses collègues comme le meilleur dans son domaine. À 10h32, lors de son inspection pré-vol, Dave jette un coup d'œil au missile qu'on installe sous son chasseur. L'un d'eux attire son attention. Il s'agit d'un des vieux modèles livrés la veille. Cela ne lui plaît guère. C'était une bombe de grande taille, inadaptée à un vol à grande vitesse. Et elle était rouillée car elle était restée longtemps au dépôt. Mais il est trop tard pour s'en inquiéter, car le planning est serré. Dave et Fred montent dans leur poste de pilotage et procèdent au dernier réglage. La mission doit commencer dans quelques minutes. Ces avions sont des bombardiers A4E Skyhawk. Rapides et maniables, ils peuvent emporter jusqu'à 2,7 tonnes d'explosifs. Six d'entre eux sont alignés sur le pont bâbord, à l'arrière du porte-avions. L'appareil de Dave Doloride est séparé de celui de Fred White par un autre avion. Pour bombarder la voie de chemin de fer, ils vont avoir besoin de soutien. C'est pourquoi, côté tribord, se trouvent 7 chasseurs F-4 Phantom fabriqués par McDonnell Douglas. Les commandes du Phantom 110 seront entre les mains d'un pilote chevronné, Jim Bangert. Son rôle, protéger les bombardiers en détruisant les canons de DCA. 2 fois plus rapide que le Skyhawk, le Phantom est armé jusqu'aux dents. Son armement se compose, entre autres, de 24 roquettes unies logées dans des nacelles installées sous les ailes. Avec une vitesse de 2600 km/h et une portée de 8 km, la Zuni est une arme particulièrement destructrice. 10h46. Le bateau se met face au vent pour offrir un maximum de portance aux avions au moment de décoller. Les catapultes à vapeur du Forrestal projettent les 2 premiers avions qui passent de 0 à 240 km/h en 3 secondes. Un caméraman filme le décollage. Ces images sont utilisées pour la formation des pilotes et servent aussi à améliorer la sécurité. 10h51. Les moteurs des avions sont mis en marche par des groupes électrogènes mobiles. Le personnel de pont arme les missiles et les pilotes effectuent les dernières vérifications. À 10h51 et 21 secondes, Fred White et Dave Doloride s'apprêtent à s'installer sur la catapulte. Mais soudain, un éclair est suivi d'une forte déflagration. Du carburéacteur s'écoule sur le pont d'envol et se répand rapidement. Le brasier engloutit les Skyhawks. Fred et Dave sont encerclés par les flammes. S'ils ne sortent pas de leur cockpit dans les secondes qui suivent, ils périront carbonisés. De Marseille est sous bonne escorte, un voisin qui vaut 4,5 milliards de dollars, 97 kilotonnes pour 330 mètres de long. Ces chiffres sont impressionnants, son CV pas encore. L'USS George Herbert Walker Bush est en service depuis 2009. Rare bâtiment à porter le nom d'une personnalité encore en vie, il effectue son tout premier déploiement depuis le mois de mai, un test grandeur nature. Nous avons transité par le canal de Suez pour nous engager sur différents théâtres d'opérations en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, en mer Arabe et dans le golfe Persique.
Nous avons effectué plus de 10 000 sorties aériennes durant ce déploiement, 10 000 décollages en 6 mois. Une mission de 6 mois au rythme des soulèvements arabes et donc un repos bien mérité pour ces militaires. L'USS Bush regagne ses pénates à Norfolk sur la côte est américaine et les 6 000 marins à bord sont pour le moins impatients. C'est notre première sortie en mer et on a vraiment envie de rentrer. Je suis vraiment excitée à l'idée de revenir chez moi. Bonjour à tous, donc là je pense que vous avez compris, je vais dire quelques mots sur ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc comme vous l'avez entendu, on parle d'une bête à 7 têtes qui vient de mer. Et dans d'autres vidéos, je vous ai bien expliqué que les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées qui composent le G7 et qui se réunissent annuellement tous les ans pour discuter des affaires économiques et militaires de la planète, composeraient en fait les 7 têtes de ce monstre de l'Apocalypse. On nous dit que ce monstre vient des mers, là vous avez compris pourquoi je vous ai mis les porte-avions par la suite. Puisque lorsque ces 7 présidents de ces 7 puissances industrielles regroupent leur flotte, on obtient un monstre, une armada navale impressionnante. C'est pour cette raison que dans l'Apocalypse de Saint Jean, on nous a présenté ça. C'était une manière imagée de nous dire ce qui se préparait dans le futur. Parce que lorsqu'on parle d'une bête à 7 têtes qui vient de mer, en réalité on faisait allusion à ce G7 et à sa flotte navale. Et bon, dans le verset 13, on nous explique que le dragon a donné sa puissance à cette bête. Le dragon, vous avez très bien compris, le dragon c'est le diable. Le diable n'agissant pas seul, il a agi avec ses forces maléfiques pour stimuler la construction de tous ces porte-avions. Il faut comprendre aussi que à travers cette puissance militaire des porte-avions américains, les États-Unis prétendent œuvrer pour la démocratie dans le monde. C'est officiellement, c'est ce qu'on nous dit officiellement, officieusement en réalité, vous savez très bien qu'ils vont combattre des régimes qui ne servent plus vraiment leurs intérêts. Donc voilà, c'est pas la même chose. La puissance américaine veut imposer son dictat économique à toute la planète, à travers ses porte-avions et à travers la puissance de l'OTAN. Il n'y a rien de démocratique dans tout cela. Et aussi, bon, il y a une petite confusion qu'il ne faut pas trop
il ne faut pas faire de confusion, puisqu'on nous parle d'une bête à 7 têtes qui aurait 10 cornes. Nous savons que l'Antéchrist aura un gouvernement qui sera composé de 7 ministres. Ces 7 ministres auront autorité, donneront des ordres à 10 généraux, c'est pour cette raison qu'on parle de 10 cornes, et ces 10 généraux, logiquement, vont se répandre sur toute la planète, vont mener des conquêtes militaires sur toute la planète. Hein. C'est pour cette raison qu'on nous dit que l'Antéchrist va conquérir le monde militairement parlant. Mais il ne faut pas faire de confusion avec la puissance de l'Antéchrist et cette bête des mers, puisque cette bête des mers compose en fait les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. Ce sont en fait les oligarchies qui dirigent ces 7 pays, vous l'avez compris. Hein. Ces oligarchies gouvernent ces pays et sont devenus antichristiques, comme vous le savez. Puisque à travers la légalisation du mariage gay, de la pornographie et tout ça, ces présidents en fait passent leur temps à blasphémer Dieu, comme c'est écrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Bon, dans cette image, vous voyez la fameuse bête à 7 têtes et 10 cornes, et sur laquelle se trouve la fameuse grande prostituée dont on parle dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17. On nous dit que cette grande prostituée va pervertir et corrompre tout le roi de la terre. Bon, pour ceux qui ne suivent pas vraiment mes vidéos, dans certaines vidéos, j'ai expliqué que cette grande prostituée ne pouvait être qu'un système idéologique ultra-libéral, hein, par l'intermédiaire duquel les forces du mal légaliseraient toutes les abominations, légaliseraient surtout ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. À travers cette grande prostituée, on légaliserait l'abomination. Et bon, j'ai dit que je comparais, en réalité, cette grande prostituée correspondrait à notre fameuse démocratie, par l'intermédiaire de laquelle, vous le savez très bien, on légalise tout le péché, hein, qui avait été interdit par les religions à une époque très éloignée. Là, vous voyez la grande prostituée qui est assise sur cette bête à 7 têtes, c'est logique. Puisque comme j'ai dit, le G7, c'est-à-dire les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées, nous disent qu'ils agissent pour répandre la démocratie sur le monde. Et on sait qu'à travers cette démocratie, c'est la perversion qu'on légaliserait. Donc vous comprenez pourquoi dans l'Apocalypse de Saint Jean, la grande prostituée de l'Apocalypse se trouve sur ce monstre à 7 têtes, qui est le G7. Sachant que la grande prostituée est en fait la démocratie. Oui, dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est dit d'une manière imagée, mais il faut comprendre que ces bêtes en réalité correspondent à des entités, à des présidents, à des systèmes idéologiques qui agissent à notre époque. Donc, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, on est très très mal parti, hein, puisque si les 7 présidents sont les 7 têtes du monstre de l'Apocalypse, et que la grande prostituée soit la démocratie, il y a fort à parier que l'Antéchrist serait déjà sur notre planète. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Hein. Bon, c'est vrai que la petite compile que j'ai faite sur les porte-avions est un peu longue, mais bon, vous pouvez avancer avec votre curseur pour écouter le texte que je viens de vous dire. Bon, je récapitule, hein, le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, en fait, fait allusion à cette bête à 7 têtes qui vient de mer. Donc, on parle des 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. Hein. Le fait de dire qu'elles viennent de mer, on ferait allusion aussi à cette puissance navale, hein, et ces porte-avions, hein, qui sont, comme vous le savez, hein, des engins de guerre, et qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus grands. Donc, l'oligarchie américaine essaye d'imposer son dictat économique en se servant de sa puissante flotte. Quelquefois, cette flotte est accompagnée par les autres flottes de l'OTAN. L'OTAN, c'est un peu, comment dire, c'est la puissance militaire, l'émanation militaire de ce G7. Hein. Vous l'avez compris. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.